La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. Hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre Business Club de l'Ouest. L'économie est décryptée par ceux qui la font. Nous sommes accueillis au sein de l'Atrium, ici à la Banque Populaire Grand Ouest, que nous remercions pour ce soutien. Et avec les chroniqueurs du jour, nous allons nous attaquer dans un instant à un véritable monument de la culture bretonne. Merci à vous, Benoît Cattel, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Merci à vous, Marie-Louis, déléguée générale du Fonds Nominoé au CHU de Rennes. Et bonsoir à Éric Chaland-Belval, le président du MEDEF 35 et le président SAS de la Feuille d'Érable. L'homme qui va venir nous rejoindre nous a livré des textes, des chansons, de la musique, mais également de la poésie. Ils sont complètement ancrés en nous. Je vous demande vraiment de l'applaudir chaleureusement pour ses 80 ans. Gilles Servat. Il se roule sur la route de Quimper, où le monde est celtique, où les canards sont bleus. Sur les herbes jaunies qui vont flugir, d'autres feuillages poseront leurs ombres au pays. Il y a du coltard sur les panneaux, ça c'est un petit peu la suite. C'est vrai qu'il y avait dans ces années 70 beaucoup de coltard sur les différents panneaux. Merci énormément, on est très heureux de vous accueillir. Vous faites toujours preuve d'une grande disponibilité pour TVR. Et on est très heureux de vous accueillir car il s'est passé le 1er février, mais également le 2, quelque chose d'un peu particulier chez vous à Locoal-Mindon, dans le Morbihan. C'était pour vos 80 ans, le 1er février, vos derniers concerts dans des grandes salles. Oui. Ça n'est pas rien de se dire que... voilà. J'ai discuté avec les personnes avec qui je travaille, et tout ça, on s'était réunis pour voir. Et puis, Philippe Guyot, qui fait la sonorisation, tout ça, m'avait proposé de faire une tournée, de faire des grands spectacles, etc. etc. Et puis, après, je suis rentré chez moi, puis je me suis dit, non, maintenant, je ne ferai plus ça, c'est trop fatigant pour moi. Et donc, c'était mes derniers spectacles dans une grande salle. Voilà. Et c'était plein les 2 jours. Et avec de belles surprises, notamment le Bagad de Locoal-Mindon. Ah bah ça, le Bagad de Locoal-Mindon, oui. Mais j'ai beaucoup travaillé avec eux. Hein. J'habite à Locoal-Mindon, et donc j'ai fait pas mal de choses avec le Bagad. Avec cette mais fameuse je ne m'attendais pas à ça, parce qu'ils étaient normalement en train de répéter pour le concours. Là, et à la fin du premier spectacle, tout d'un coup, ils sont arrivés, tout le Bagad est arrivé dans la salle et tout. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Par contre, je travaillais, il y avait 2 sonneurs qui étaient avec moi, les frères Maivas, qui ont participé au spectacle aussi, et qui jouaient dans les chansons, de la bombarde et de la cornemuse. Mais je ne m'attendais pas à voir le Bagad. Effectivement, là, c'était une grosse surprise. Benoît. Bonjour, merci d'être là. C'est un petit peu émouvant parce que vous êtes une sorte d'icône, hein, de star, si je puis dire. Et moi, je me mets un petit peu un instant de raison à votre place et je me dis, dans tout ce que j'ai composé, je dois bien avoir des chansons qui sont mes chansons préférées. Alors, est-ce que cette question a du sens? Et est-ce que si elle a du sens, vous pourriez nous dire, voilà les chansons qui me marquent, moi, dans ma création, dans la créativité que j'ai eue? En fait, c'est difficile de répondre à ça. Parce que y a des chansons qui correspondent à des époques, et puis que je reprends maintenant, parce que tout d'un coup, voilà. Alors, il y en a une, en tout cas. Il y a La Blanche Hermine, bien sûr, qui a été ma première chanson à succès, etc. etc. Je l'ai composée, et je faisais la Manche à l'époque chez Tijos à Paris, à Montparnasse, et je l'ai chantée le soir. Et puis là, je ne m'attendais pas du tout à ça, et on me l'a redemandé 3 fois. Et puis je faisais la Manche, je rentrais avec les sous dans mes poches, et là, c'était bien lourd après. Ouais. Et je me suis dit, celle-là, elle va faire fort.
Et puis, il y a une autre chanson que j'ai composée pendant une tournée, comme ça, pour la chanter. J'étais avec des amis qui me logeaient et tout, et j'ai fait cette chanson-là pour la chanter avec eux, et leur chanter la dernière fois que j'ai chanté dans cette petite tournée-là, c'était autour du Mont Ventoux. Et je vous emporte dans mon cœur. Et cette chanson-là, elle a pris des proportions, je ne m'attendais pas du tout à ça. Elle est chantée très très souvent maintenant. Au début, c'était dans les enterrements, et puis maintenant, elle est chantée aussi dans les baptêmes et dans les mariages. Voilà, et puis celle-là, bon, il y a beaucoup d'émotions dedans, et qui est toujours présente par rapport au public. Et quand je la chante, le public chante avec moi, etc., etc. Parce que la Blanche Hermine, elle a quand même vécu. Elle a vieilli, ça ne correspond plus exactement à notre période, quoi. Donc c'est plus pareil, j'ai plus la même émotion quand je chante la Blanche Hermine. C'est une émotion du public, mais moi je suis plus dans ce truc-là dans ma tête d'aller me battre pour. Par contre, je vous emporte dans mon cœur quand je la chante. Je suis très ému. Oui. Marie. Alors, j'ai une petite pensée quand je vous vois pour Nominoé. Entre Nominoé qui a inventé un peu la Bretagne et vous qui faites vivre son âme, je me demandais en quoi ces héritages pouvaient inspirer les Bretons aujourd'hui. Selon vous, bien sûr. C'est l'histoire de la Bretagne. Hein. Puis, alors moi, je suis druide, je fais partie de la Gorsaise, et je me replonge à chaque fois avec eux dans ces choses-là, dans les rites celtiques et dans le calendrier celtique. Donc, pour moi, le début de l'année, en fait, c'est le 1er novembre. Voilà. Donc, c'est l'année celtique qui commence là. Et puis. Donc, oui, les Nominoé et tout ça, c'est l'histoire de la Bretagne, c'est des choses qui sont passées, c'est important de le savoir, de le connaître, de voir comment se sont déroulées les choses et pourquoi les Bretons ont fini par être... même les Celtes, comment les Celtes, c'est un voyage de peuple depuis l'Est jusqu'à l'extrême ouest. Voilà, c'est ça les Celtes. Ils sont pas originaires de l'endroit où ils sont maintenant. Ils sont venus là. Ils sont venus du centre de l'Europe, comme ça. Et ils ont traversé tout pour aller. Ils se sont retrouvés. Nous, on était en Bretagne, et puis autrement, les autres, c'est en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande. Et puis, ils sont revenus chez nous. Moi, mes grands-parents maternels étaient au Croisic. Et quand j'étais petit, j'allais là au Croisic en vacances avec mes parents, tout ça, on passait toutes nos vacances là. Et il y avait la plage de Saint-Goustan. Et sur la plage de Saint-Goustan, il y avait l'auge de Saint-Goustan. Parce qu'à l'époque, c'était des bateaux, il était venu en bateau. Et les bateaux, pour qu'ils tiennent dans l'eau, on mettait du lest, et le lest, là, c'était une énorme auge de pierre. Et puis, le bateau est resté après, une fois qu'il était arrivé et qu'il est parti, le bateau est resté là, et puis le bateau a pourri, et l'auge de pierre est restée. Et donc, sur la plage de Saint-Goustan, il y a l'auge de Saint-Goustan. Et puis, maintenant, j'habite à Auray, à côté d'Auray, le col Madon. Et j'ai été vraiment... très étonné en arrivant là, parce que j'ai vu d'abord le clocher d'Auray ressemble très très beau. C'est le même que le clocher du Bourg-de-Bas à côté du Croisic, ou le clocher du Croisic, et puis c'est le même style de clocher, etc. Et puis il y a le port de Saint-Goustan à Auray. Donc il y a une relation entre Auray et le Croisic, et ça a été pendant un certain temps une région où les gens faisaient du marais salant, etc., et se retrouvaient. Il y avait une espèce d'unité territoriale là, qui a été foutue en l'air par le maire de La Baule, qui voulait devenir président de région, et
comme c'était Marcelin qui était président de la région Bretagne, il ne pouvait pas devenir président de la région Bretagne non plus, donc il a séparé la Loire-Atlantique de la Bretagne pour devenir président de la région Bretagne. Et c'est dommage, parce que moi j'ai vécu longtemps, mes parents étaient nantais, j'ai vécu longtemps à Nantes, et je veux dire que d'un point de vue breton et langue bretonne même, Nantes était beaucoup plus de ce côté-là que Rennes. Il y avait des gens qui parlaient breton, des quartiers entiers de Nantes qui parlaient breton. Et puis, quand j'ai commencé à chanter, j'ai chanté à Nantes dans les facs, etc. Et toute la côte sud de la Bretagne, les étudiants de la côte sud de la Bretagne venaient à Nantes. Voilà, c'était comme ça. Et puis, le château des Ducs de Bretagne, il est à Nantes, il n'est pas à Rennes. Voilà. Voilà, vaste discussion en tout cas sur les relations Rennes-Nantes. En tout cas, non, mais parce qu'en France, il faut que tout soit centralisé. Mais pourquoi ? En Bretagne, on n'a pas besoin de ça. Il y avait les ducs qui étaient à Nantes et il y avait le Parlement qui était à Rennes. Et alors, c'est bien, c'est le contraire, c'est bien, il y a des choses différentes. Il faut jouer la complémentarité. Puisque vous parliez du bourg de Bas, vous la chantez hein, justement dans les moulins de Guérande. Hein. Oui. Chanson très importante aussi pour votre maman. Oui, c'est une chanson que j'ai faite justement parce que quand j'étais au Croisic, on campait avec mes parents au départ, quand j'étais tout petit, on campait au bord de la plage dont je parlais tout à l'heure, la plage de Saint-Goustan. Et en face, on voyait un moulin qui tournait, etc. Et ça, c'est ça que j'ai reparlé, quoi. C'est des souvenirs d'enfance et de mes vacances avec mes grands-parents au Croisic. Éric. Gilles, vous avez souvent changé de mode musical. En 2020, vous avez sorti un superbe album. Pour moi, c'est une pépite à cordes déployées. Vraiment, je l'écoute très souvent, avec des très beaux arrangements de Mathilde Chevrel. Oui. Pourquoi vous avez eu besoin souvent dans votre carrière de renouveler le mode, de changer de mode musical ? Parce que ce qui se passe, c'est tout simple. Ce qui se passe quand on travaille avec des super musiciens, c'est pas une question de ça. Mais au bout d'un certain temps, il y a une routine qui s'installe. Et c'est assez difficile de continuer à chanter des chansons quand on est dans cette routine-là. On pense à autre chose quand on chante, etc., etc. Et donc, il vaut mieux changer la musique, etc., et trouver des choses qui font que on repart avec ça, voilà, sur un tour. Mais il ne faut pas s'installer dans la routine quand on est chanteur, parce que là, ça m'est arrivé, et je sais que c'est pas bien, parce que quand on est sur scène, c'est ce que je disais, des fois, on est en train de chanter une chanson, on pense à autre chose, on ne sait plus où on en est, parce qu'on est dans une routine. Voilà, il ne faut pas ça. Donc, il faut changer. Il y a la musique, il y a le chanteur et il y a également le poète. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un peu, en quelque sorte, vraiment un peu l'héritier de Guy Cadou et d'Angela Duval ? Alors, oui, en plus, René Guy Cadou était à Sainte-Reine-de-Bretagne, il est né là, et puis mon grand-père maternel était là, il avait une briqueterie, il faisait des briques réfractaires pour les hauts fourneaux de Trignac. Et donc ma mère, elle a connu René Guy Cadou petit. Et quand il est mort, hein, moi je m'en rappellerai toujours de ça, elle m'a dit, un grand poète vient de mourir. Moi il est mort en 51, je crois. Donc j'avais 6 ans. Elle m'a dit, un grand poète vient de mourir. Et puis bon, plus tard, j'ai... les œuvres de Cadou ont été éditées. Et je les ai achetées. J'ai acheté le premier truc, les poésies de Cadou. Et je m'en rappelle, je lisais. Et puis, je lisais un poème. Et paf, je faisais une chanson avec. J'en lisais un deuxième. Paf, je faisais une chanson. Et j'ai fait plein de chansons avec comme ça. Mais ça venait tout seul. C'était vraiment, je ne sais pas pourquoi. Ça a été une source d'inspiration. Ouais. Et donc, j'ai fait un disque consacré à René Guy Cadou. Et puis, qu'est-ce que tu me demandais ? Angela Duval. Ah oui, Angela Duval. Alors, je suis allé chez Angela Duval aussi. Je suis allé faire les foins chez Angela Duval.
Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi parce que elle parlait breton, tout le monde parlait breton, ses voisins venaient et parlaient breton et tout. Et par rapport à tout ce qu'on nous disait sur la langue bretonne qui était en train de disparaître, moi je suis allé chez elle, j'ai fait les foins, j'ai vu plein de gens qui parlaient breton, et puis elle nous disait des trucs, mais c'est une paysanne. C'était une paysanne, elle faisait toujours. Et puis elle nous parlait des racines grecques, des racines latines. Elle nous faisait. Et là, bon, ça m'a fait disparaître des tas de trucs qu'on pensait sur les paysans, etc. Non, c'était pas comme ça du tout. Et ça m'a fait réfléchir d'ailleurs à ce que disait Victor Hugo. Moi, j'ai lu les bouquins de Victor Hugo, c'est un grand poète, un grand écrivain. Et puis, Victor Hugo, il disait que les Bretons, c'était des ploucs, que les paysans bretons, et que ce qu'il disait, c'était pas intéressant, alors qu'il parlait pas breton. Comment on peut être quelqu'un d'intelligent comme Victor Hugo et condamner une langue qu'on ne parle pas et qu'on ne comprend pas? Au secours. Benoît. Donc c'est vraiment un mépris pour tout ce qui était pas français. Voilà. Sinon, faut arrêter. Et quand j'ai commencé à chanter, je sentais ça moi par rapport à la Bretagne. Moi, je me rappelle, j'étais allé chanter à la fête de l'UMA, c'était à tout début de chanteur, et il m'avait dit ah ben non, il ne faut pas chanter en breton, c'est une langue de facho, parce qu'ils étaient restés sur la guerre de 40 avec voilà, c'est ce qui s'était passé, etc. Mais il y avait des Bretons qui étaient du côté nazi ou du côté allemand, mais il y avait des Bretons qui étaient dans la résistance et qui parlaient breton. Ça n'a rien à voir avec la langue. Alors, il faut arrêter ça aussi, c'est pareil. Et ça a changé. Ça a changé quand il y a eu la grève du juin français. J'ai fait plein de trucs pour le juin français, et je chantais en breton. Et du coup, dans la langue bretonne, après, on foutait la paix avec ça. Je pouvais chanter en breton si je voulais. C'était aussi une langue de gauche. Benoît. On écrit des chansons, d'abord d'un texte. Je comprends dans votre processus créatif. Après, vous mettez de la musique. Ah non. Non. Parlez-moi justement du process créatif. Ça vient en même temps. D'accord. Si j'écris un texte sans avoir de musique, j'aurais beaucoup de mal à mettre une musique dessus. Et si je fais une musique et je ne mets pas de texte, j'aurais beaucoup de mal à mettre un texte dessus. Alors que presque toutes les chansons, parce que quelquefois je suis arrivé à mettre un truc après, mais disons que 90% des chansons que je chante, la musique est venue en même temps que la parole. D'accord. Et pourquoi moi j'écoutais un peu, dans Le Prolétaire, vous prenez une musique de Schubert? Ah oui, mais ça c'est dans le dernier disque avec... oui. Ça c'est Mathilde qui a intégré des portions de musique de Schubert dedans, oui. Et oui, c'est juste, je sais pas, c'était pour voir, c'était intéressant aussi. Et oui, c'est pareil, et puis si vous voulez, les chansons, je l'ai pas. Les textes sont pas définitifs pour moi. Il y a dans Les Prolétaires, j'ai fait plusieurs versions, et la dernière version, c'est pas tout à fait la même que la première. Voilà. Et je chante, voilà. Je fais des versions en fonction de ce que je pense et de ce que je ressens maintenant. Il y a la Blanche Hermine, l'Hirondelle. J'ai fait une version de l'Hirondelle. Elle est revenue, l'Hirondelle, etc. Mais parce que j'en arrivais à... C'est une chanson que j'ai composée dans les années, à mes tout débuts. Ça devait être en 1970-72, un truc comme ça aussi, ça. Et puis, petit à petit, ça restait tagada. Et puis, j'ai eu envie de faire une nouvelle version. Quand reverrions-nous l'Hirondelle? Et voilà, l'Hirondelle est revenue, etc. C'est ça, les chansons, ça doit vivre. Si ça vit pas, si ça reste sans jamais bouger, ni dans la musique, ni dans les paroles, en tant que celte, je trouve que c'est pas terrible. Marie, il nous reste 6 minutes. Combien? 6 minutes.
C'est quoi ça? Avant la fin de l'émission. Alors au questions moment et où réponses vous fêtez rapides. vos 80 ans, est-ce qu'il y a une personnalité qui a été marquante, déterminante dans votre vie d'artiste et de poète? Oh, il y en a plein. Une en particulier? Si vous voulez, je vais commencer par le début. J'étais aux Beaux-Arts. Et puis, je me suis acheté une guitare d'occasion et j'ai commencé à chanter comme ça. Et je chantais les chansons des chanteurs que j'écoutais. Et les chanteurs que j'écoutais à l'époque, c'était en 67, 68, c'était Brassens, Ferré, Hugo Frey qui chantait tous les trucs de Bob Dylan et tout ça. Et donc, c'est ça que je chantais. Et j'ai commencé à chanter comme ça. Et je chantais dans le... Il y avait un bistrot à Angers, j'étais aux Beaux-Arts à Angers. Il y avait un bistrot où on se retrouvait, puis où je chantais un peu comme ça. Puis il y a un gars de Groix qui était représentant de commerce, Serge Billan, qui est venu, et puis il a entendu, et puis on a sympathisé, il est revenu, et puis un jour il m'a dit, si tu veux, je t'invite à Groix pour les vacances de Pâques. Et puis je suis allé à Groix comme ça, c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Et j'ai découvert plein de choses. Il y avait plein de gens qui parlaient breton à Groix, et puis j'étais chez chez Claude Pouzoulic qui avait un hôtel-restaurant et qui chantait tous les midis et tous les soirs à la fin des repas avec les gens au milieu sur les tables. Et donc il m'a entendu chanter, puis il m'a dit tu chantes avec moi si tu veux, puis il m'a fait venir pendant les vacances, les grandes vacances et tout ça. Je suis allé à Groix, c'est là que j'ai commencé, j'ai découvert plein de choses sur la Bretagne, sur le sort qui était réservé à la Bretagne, sur je comprenais pas trop pourquoi, mais bon, la langue bretonne était méprisée, quoi. Donc les gens qui parlaient breton, les enfants qui parlaient breton à l'école étaient punis, etc., etc. Et il était interdit de parler dans les mairies, il y avait marqué défense de parler breton et de cracher par terre. Et voilà. Donc c'est ce qui m'a motivé beaucoup pour chanter tout ça. Éric. Gilles, on en parlait à l'instant, La Blanche Hermine, c'est un hymne pour de nombreux Bretons. Oui. Et en 98, vous avez sorti « Touche pas à la Blanche Hermine » en réaction à l'extrême droite qui s'était emparée de votre chanson dans les meetings. Et comment vous avez vécu cette récupération politique, vous qui êtes un peu politique en réalité, mais comment vous avez vécu la récupération de votre art en réalité par un parti? Ça m'a... Je vais pas dire que ça m'a fait chier, mais ça m'a fait chier. Non, mais bon, c'était... J'étais indigné, quoi, vraiment. Et j'avais fait Touche pas la Blanche Hermine, ou tout ça. Je parlais pour un borgne. Mais bon, voilà, ça. Vous restez très politique en réalité, oui, on l'a vu tout. Et puis alors, je le faisais. Je l'ai fait un jour. Je chantais à Quimper, au théâtre, pas au petit théâtre, au nouveau théâtre, à Quimper, et je chantais, et voilà, je chantais. Et il y avait la candidate du Front National qui était là, avec des gars, justement pour me huer quand j'aurais fait ça. Mais bon, le problème qui s'est passé, c'est que eux, les gars qui l'accompagnaient, etc., moi, je chantais La Blanche Hermine à la fin du spectacle. Donc, ils ont entendu un certain nombre de chansons, puis ils sont partis. Et quand j'ai chanté La Blanche Hermine, et Touche pas à la Blanche Hermine, elle était toute seule avec une personne. Et puis, bon, ils ont fait « ouh !» Puis il y a tous les gens autour d'eux qui leur ont dit « Bon, ça va, tu vas fermer ta gueule. » Voilà. Et voilà, bon. Qu'est-ce qui reste de vous, du Corquiguen à Corquidu, avec ces chansons À Corquiguen à Corquidu, c'est... fort engagement, quand même. C'est mon père qui a écrit les paroles. Dans le malheur et la peine, Duchessa ne devait rien. Mon père était nantais, donc voilà. Et mon père a fait quelques chansons et des paroles, donc l'institutrice de Quimperlé, et ça aussi. Et qu'est-ce qui reste de ces chansons-là? Je sais pas, je les chante pas beaucoup là maintenant, parce que ça parle de périodes qui n'existent plus aussi. C'est ça le problème des chansons. Il y a des chansons qui peuvent durer très longtemps, et puis d'autres, au bout d'un certain temps, commencent à pu être ou alors elles parlent de personnes qui n'existent plus et qui sont... Voilà, c'est pas... Donc je les chante plus. Calendour, ça a été, en 20 secondes, ça a été une chanson très importante aussi pour vous. Oui. Souvent, vous commenciez... C'est ma première chanson que j'ai écrite. Ouais.
Talons de haut. Voilà. Je naquis la nuit en février. Ouais. Et c'est la première chanson que j'ai chantée quand j'ai fait mes spectacles pour mes 80 ans. Je naquis la nuit en février, c'était... Voilà, en tout cas, on peut vraiment vous remercier. Nous merci. aussi, on vous emporte dans nos cœurs. Ouais. Merci Gilles Servat d'avoir été l'invité du Business Club de l'Ouest. Merci. Merci beaucoup. On vous retrouve très vite pour d'autres rendez-vous économiques. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. #la réussite est en vous.